Bonjour. C'est bien de passer en fin de journée. On est chargé de tout ce qui a été dit avant et d'écho avec ce que je vais dire. Donc moi, je vais vous présenter en fait des projets d'artistes, des œuvres d'artistes. C'est un peu ce que Olivier enfin, la forme qu'Olivier m'a demandé pour cette présentation, voilà, pour ouvrir un peu des pistes de réflexion sur quelles formes artistiques peuvent prendre ces questions autour de l'eau, avec des références, vous verrez, d'artistes internationaux, à la fois des œuvres historiques qui remontent à 40-50 ans, puis des œuvres plus récentes. Comme je disais dans la présentation, disons la terminologie des états de l'eau m'a aidé un peu à cheminer dans cet ensemble d'œuvres, hein, la vapeur, la glace, l'eau liquide. Vous verrez qu'on va découvrir des œuvres qui explorent ces trois états. Et on a des œuvres qui sont à la fois des œuvres de land art, donc des œuvres dans l'espace public, avec une forte connotation environnementale, mais aussi des œuvres qui sont, je dirais avant tout, des expériences esthétiques, formelles, avec ce matériau possiblement informe qu'est l'eau, donc qui sont des explorations plus sculpturales autour de l'eau. Et donc, comme je disais, certaines des œuvres ont une conscience, disons une conscience environnementale plus explicite, d'autres plus implicites et d'autres probablement moins présentes, et où on est avant tout dans des gestes esthétiques. Alors on commence avec Nicolas Garcia Uriburu. Virgile a mentionné tout à l'heure cet artiste. On va voir quelques images pour que vous fixiez ce travail. Donc c'est un artiste argentin qui débute dans les années 1960. C'est un peintre à l'origine de paysages, de portraits animaliers. Et puis au milieu des années 60, il part voyager dans l'hémisphère nord, dans plusieurs pays. Il découvre les paysages de l'hémisphère nord, et notamment les paysages industrialisés de l'hémisphère nord, ce qui lui fait prendre conscience à rebours de la beauté des paysages de l'hémisphère sud, encore relativement préservés, même si dans les années 60 ils étaient déjà attaqués, et de la nécessité de préserver les paysages qui étaient encore à l'époque, qui étaient encore des paysages naturels à l'époque. Et donc il va chercher un moyen de sortir de l'espace de la toile et d'intervenir plus concrètement, plus directement dans l'espace public. Il cherche une forme de land art. Il faut replacer ça dans le contexte de son époque, hein. La deuxième moitié des années 60, c'est l'époque d'apparition du land art, hein, donc de plusieurs artistes. On va voir ensuite un autre artiste américain qui est l'un des pionniers de ce mouvement, donc d'artistes qui vont sortir des studios, des salles d'exposition, pour aller développer leur processus artistique directement dans les paysages et travailler avec les paysages et avec les processus du vivant. Et donc en 1968, Uriburu décide de colorer les eaux du Grand Canal à Venise. Alors il cherche pour ça une substance, puisque comme elle doit être jetée dans les eaux du Grand Canal, il faut qu'elle soit non toxique, non polluante. Son choix va se porter sur la fluorécéine, qui est une substance rouge qui, au contact de l'eau, devient verte et fluorescente. Vous en avez peut-être déjà vu, même chez vous, puisque c'est avec ça que les plombiers, notamment, font les recherches de fuite dans les canalisations, en fait. Et donc, il décide d'utiliser cette substance. Il va la déverser un matin de juin 1968 dans les eaux du Grand Canal, sans autorisation, hein. C'est un geste sauvage, on pourrait dire. C'est évidemment un geste de dénonciation de la pollution qui est déjà très présente. La conscience de cette pollution est en train de grandir dans les années 60, et cette substance verte qui se répand dans les eaux du Grand Canal peut être le miroir de plein d'inquiétude environnementale, hein, selon les époques. D'ailleurs, depuis, on l'a assimilé à différentes choses, à la pollution, à l'acidification des océans, à la montée des eaux, à la pollution plastique. C'est-à-dire que c'est une espèce de miroir qui renvoie ceux qui y sont confrontés, ou même nous, à travers ces photos, à différentes questions environnementales qui nous touchent aujourd'hui. C'est aussi, quand même, il faut le dire, un geste de peintre. C'est toujours important, quand on parle des artistes du land art et de ces questions environnementales, de toujours
toujours se rappeler que ce sont quand même avant tout des artistes et que donc, quand je disais tout à l'heure qu'ils cherchent à déborder l'espace de la toile, effectivement, il utilise là le paysage, donc ici le Grand Canal de Venise pour cela, mais c'est aussi en peintre qui réfléchit. Hein, la couleur, évidemment, est très importante, comme on le verra dans l'exemple d'après avec Robert Smithson. À cette époque, du coup, il nous dit « L'œuvre d'art n'a plus de forme autonome. L'œuvre d'art adopte la forme de la nature, fluide, dynamique. L'œuvre d'art n'a plus de place hors de la nature. Sa place est dans la nature. » Donc c'est vraiment une sorte de manifeste du land art. Dans les années qui suivent, entre 68 et 70, il va procéder à plusieurs colorations à New York, à Paris et à Buenos Aires. À chaque fois, elle soulève un peu des actions de répression. À Paris, il est arrêté pendant quelques heures, emmené au commissariat de police. À Venise, la maréchaussée va procéder à des analyses de l'eau pour savoir ce qui se passe exactement, parce que je vous rappelle qu'il l'a fait sans autorisation. En 1973, il va publier ce portfolio qu'il appelle Portfolio Manifeste, qui est plus un retour sur les expériences qu'il vient d'effectuer dans ces différentes villes, et dans lequel il dit « Je dénonce avec mon art l'antagonisme entre la nature et la civilisation. C'est pour ça que je colore mon corps, mon sexe et les eaux du monde. Les pays plus évolués sont en train de détruire l'eau, la terre, l'air, réserve du futur dans les pays latino-américains. » Voilà. Ensuite, il va utiliser ces gestes réalisés dans l'espace public pour créer des œuvres que là, il va pouvoir présenter en galerie ou dans des espaces d'exposition, parce qu'il faut bien vivre. Hein, c'est une réalité auquel les artistes qui travaillent dans l'espace public sont toujours confrontés. Il faut en général toujours avoir d'autres formes issues qui sont des dérivés en fait de la forme principale de l'œuvre de land art pour pouvoir financer aussi les projets à venir. Dans les décennies qui suivent, il va faire le tour du monde avec ce projet de coloration. Il va colorer de nombreux espaces, avant tout en milieu urbain, et notamment toutes ces fontaines qu'on voit ici. Et puis dans les années plus récentes, enfin en tout cas à partir des années 90, il va s'engager là, disons, plus activement, de manière plus ouverte en fait sur le militantisme, l'activisme environnemental, puisqu'il va s'associer à Greenpeace et donc réaliser des colorations avec les équipes de Greenpeace. Et là, la performance, disons, de la coloration est accompagnée en direct de textes, de slogans de Greenpeace sur des situations spécifiques au contexte dans lesquels ont lieu ces colorations. Donc voilà pour Uriburu. On va passer à Robert Smithson, qui est un artiste américain que j'ai déjà évoqué ici il y a 2 ans avec vos prédécesseurs. C'est un artiste qui démarre sa carrière à la fin des années 50. Il passe par différentes phases esthétiques et puis il opte pour le minimalisme au milieu des années 60, qui est le courant artistique majeur au milieu des années 60 à New York, où il vit à ce moment-là. Et puis à la fin des années 60, il commence à s'intéresser lui aussi à l'espace public et à développer des processus artistiques dans le paysage. C'est le début du land art aux États-Unis et il en est l'un des pionniers avec quelques autres artistes comme Nancy Holt, Michael Heiser ou Walter de Maria. Et en 1970, il va réaliser la Spiral Jetty. La Spiral Jetty, elle se trouve, vous voyez ici, dans le Grand Lac Salé. Donc c'est dans l'Utah, donc on est dans l'Ouest américain, dans les immenses paysages de l'Ouest américain. Donc voilà le Grand Lac Salé et la Spiral Jetty. Le site a été choisi, le site du Grand Lac Salé, en raison du vaste paysage alentour, impressionnant, édifiant, mais aussi parce que, et ça se voit moins à l'œil nu, c'est un paysage qui a été anthropisé au moment où Robert Smithson l'investit. Il a été le site de forage de pétrole, et c'est aussi le site très important, très symbolique de ce qu'on a appelé le Golden Spike aux États-Unis, et qui est en fait le lieu de jonction des chemins de fer de l'Est et de l'Ouest, qui a été à la fin du 19e siècle un moment très important de l'histoire du contrôle sur le vaste territoire américain par les Américains, les descendants des colons américains, disons. Il l'a aussi choisi pour les qualités du lac. Il se trouve que dans le Grand Lac Salé, d'une part, il y a du sel, des cristaux de sel, et il y a aussi une algue qui sécrète une substance qui colore de rouge les eaux du lac, comme vous pouvez le voir ici. Et donc là aussi, c'est important de noter que c'est aussi dans le fond en peintre, en tout cas au moins en coloriste,
qu'il a abordé cette œuvre, puisque c'est en prévoyant autant que faire se peut, puisque c'est un processus qu'il maîtrisait pas, la coloration future de l'œuvre qu'il a choisi le site. Voilà. Donc voilà la spirale Getty. Le choix de la spirale, c'est une référence chez lui à des monuments antiques dus au peuple amérindien, notamment les lignes de Nazca que vous voyez ici, qu'on trouve au Pérou, et le tumulus du Grand Serpent qui se trouve dans l'Ohio et qui a été réalisé par la culture amérindienne qu'on appelle la culture Adena. Il a réalisé la spirale Getty avec 6,6 tonnes de roches et de terre, et il est mort en fait peu après la réalisation, donc en 73. On imagine qu'il avait prévu ce qui s'est passé, c'est-à-dire comme vous le voyez là, il a réalisé la spirale Getty légèrement au-dessus de la surface du lac. Quelques années après, en fait, les eaux du lac ont monté et donc la spirale Getty s'est retrouvée entièrement immergée. On pouvait la distinguer, notamment depuis un point de vue vertical, sous la surface de l'eau, parce qu'elle n'était pas noyée très profondément, mais on ne pouvait plus marcher dessus au sec. Et en fait, elle a réapparu au début des années 2000. Les eaux du lac ont à nouveau baissé et elle a réapparu. Et c'est comme ça qu'elle a réapparu suite au travail de ce que je vous dis du processus organique qui s'est fait dans l'eau, à la fois des cristaux de sel et de l'algue rouge qui a coloré les eaux du lac. Et donc toute cette matière blanche qu'on voit, c'est le résultat de la roche, de la terre, du sable qui a été mangé par le sel, et les eaux rouges autour qui viennent s'emprisonner dans la spirale. Donc on a là, je trouve, un bel exemple on pourrait dire, de co-création humain-environnement ou humain-non-humain, puisque ce que fait Robert Smithson, c'est qu'il initie, en fait, il pose un cadre et qui va être travaillé par le processus organique que lui ne maîtrise pas. Il était c'est quelqu'un qui, dans ses travaux, en tout cas dans l'espace public, a toujours travaillé sur ces questions-là, l'idée de lâcher prise et d'œuvres qui ne sont pas figées, qui sont des œuvres plutôt de processus et qui vont évoluer au fur et à mesure du temps, des processus climatiques et organiques. Il était très intéressé par l'idée de l'entropie. L'entropie, c'est, je vais le dire avec mes mots de non-spécialiste, mais c'est la tendance de tout système organisé à se désorganiser, on va dire, et donc à aller vers sa ruine, vers sa décomposition. Voilà, donc la spirale Getty, c'est ce travail-là. Voilà quelques images. Et donc on suit son évolution sur le site d'une fondation américaine qui s'appelle la Fondation DIA, qui se charge de l'entretien du site, à minima, disons, et qui notamment documente par photo l'évolution avec notamment la variation des eaux du lac. Ensuite, on va parler d'Elizabeth Diller et Ricardo Scofidio, qui sont un couple d'architectes américains, fondateurs de l'agence Diller, Scofidio et Renfro, qui sont aujourd'hui, voilà, c'est une des agences les plus prestigieuses d'architecture. Ils ont réalisé de nombreux ouvrages, majoritairement aux États-Unis. Ici, alors ils n'ont pas construit le MoMA, mais ils ont réalisé une très importante campagne de rénovation du musée de new-yorkais. Ici, c'est l'Institut d'art contemporain à Boston, des maisons privées comme celle-ci. Et ils sont très connus notamment pour le design de la High Line à New York. Peut-être que certaines d'entre vous connaissent, ont vu des images ou se sont même promenés dessus. C'est le réaménagement d'une ancienne voie ferrée qui traverse toute la moitié sud de Manhattan. Et en 2002, ils réalisent à Yverdon-les-Bains en Suisse le Blur Building, donc on pourrait traduire par le bâtiment flou, le bâtiment trouble, à l'occasion d'un événement qui s'appelait Swiss Expo 2022. C'est en fait un bâtiment de vapeur. Sur le lac de Neuchâtel est construit une structure qui est en fait le squelette du bâtiment, avec 2 rampes par lesquelles les visiteurs vont pouvoir accéder à l'expérience. Et en fait, ce squelette du bâtiment va être recouvert d'une vapeur d'eau qui sera en fait l'enveloppe du bâtiment, le contenant. Ce qu'on voit ici, c'est le squelette et qui est équipé d'un système qui va pomper l'eau du lac de Neuchâtel et qui va être renvoyée au milieu de la structure par des milliers de becs comme celui-ci sous forme de vapeur d'eau, et donc créer cet épais brouillard
qui devient en fait le bâtiment lui-même, dans lequel voilà, les visiteurs vont pénétrer et se perdre complètement leur repère. Le système hydraulique est équipé de capteurs qui vont capter les variations du climat jour après jour et de l'atmosphère pour réguler la libération de la vapeur en fonction du sens du vent, des conditions atmosphériques, de la pluie éventuelle. Voilà quelques croquis d'intention des architectes. Et puis donc, comme vous l'avez vu, le résultat est donc le bâtiment dans lequel on pénètre dans la vapeur d'eau avec un deck supérieur qui sort du bâtiment auquel les visiteurs pouvaient accéder via un escalier. Donc les visiteurs arrivaient par ces rampes. Ils étaient équipés de ce que les architectes avaient appelé des brain coats, qui était un jeu de mots avec raincoat, donc l'imperméable. Donc braincoat, c'est je sais pas comment on pourrait appeler ça, des manteaux de cerveau, et en fait qui leur étaient délivrés avant de passer sur les rampes, après avoir répondu à quelques questions. Et en fonction de leur réponse à ces questions, ils se voyaient confier différents imperméables. Et ces imperméables réagissaient, en fait, c'était des textiles, comme on dit, intelligents. Ces imperméables réagissaient à la vapeur d'eau et délivraient différentes couleurs selon ce que les visiteurs avaient répondu aux questions. Et donc, au milieu de la brume, les visiteurs, en fait, se connectaient en fonction des couleurs de leurs imperméables et qui étaient les seuls véritables repères, en tout cas repères colorés dans cet immense brouillard blanc. Voilà, l'eau était partout. Il y avait aussi un bar à eau dans le building qui était, je ne sais pas s'il en existe encore beaucoup, c'était un peu à la mode au début des années 2000, ça ne se fait plus beaucoup. Voilà, donc pour l'expérience de dealer Escofidio. Julian Charrière, qui est un artiste franco-suisse, qui est né en 87, qui vit et travaille à Berlin. C'est un ancien élève de l'artiste Olafur Eliasson, dont je vais parler juste après, et qui développe un travail artistique qui se base sur des méthodes de recherche scientifique, et donc qui mêle en fait des processus scientifiques et artistiques pour explorer notre rapport à l'environnement. Et donc son travail prend la forme de performances, de documentation photographique, d'installation, de vidéos. Et l'artiste s'intéresse au temps long de la géologie et aux processus organiques qui jalonnent ce temps long. Alors j'ai choisi 3 œuvres qui sont assez exemplaires de la démarche de Julian Charrière et dans lesquelles l'eau évidemment joue un élément central. Ici c'est l'eau sous forme de glace. On est en Islande. C'est la trace photographique d'une intervention qui a été réalisée par l'artiste en 2013. Il a grimpé sur un iceberg qui se trouve là donc au large des côtes islandaises et donc dans l'océan Arctique. Et son objectif c'était faire fondre la glace avec un chalumeau pendant 8 heures consécutives. Donc il a passé 8 heures sur l'iceberg avec son petit chalumeau pour essayer de faire fondre l'iceberg. Bon, voilà, quand je le décris, évidemment, ça paraît totalement absurde. C'est précisément le but du projet, c'est de réaliser une action absurde, un peu à la Don Quichotte, c'est-à-dire c'est essayer de se battre contre un iceberg. Alors du coup, là, paradoxalement, les effets de l'activité humaine semblent bien dérisoires face à cette force de la nature, mais c'est évidemment précisément pour cela que la performance a été jouée, pour mettre en lumière cette question des effets de l'activité humaine, notamment sur la fonte des glaciers et de la montée des eaux. Et ce qui reste de la performance, ce sont ces photos qu'on trouve ici et qui sont parfois présentées dans le cadre d'expositions. La série d'œuvres suivantes, Somehow They Never Stop Doing What They Always Did, en 2013. Ce qu'on voit ici sont des structures architecturales dont la surface va progressivement se couvrir de motifs de moisissure. Et le tout pris dans des vitrines d'acier et de verre. Alors ce sont des structures qui sont réalisées en plâtre, en fructose et en lactose, et qui ont été en fait humidifiées par l'eau de certains grands fleuves, parmi les grands fleuves de la planète, le Nil, le Yangtze, l'Euphrate. Donc Julian Charrière a récupéré ces eaux et a humidifié en fait ces structures
avec l'eau de ces grands fleuves qui ont été des fleuves clés dans le processus de civilisation humaine. Évidemment, le choix des fleuves est très important. Et donc les bactéries qui sont présentes dans l'eau et la moisissure vont croître et envahir les structures petit à petit et provoquer en fait un processus de décomposition jusqu'à l'écroulement et à la ruine de ces structures. Les structures, elles font penser à des architectures primitives, aussi à des architectures mythologiques, hein, comme la tour de Babel. Et donc là, ce qui se rejoue, c'est un peu le théâtre de la gloire et de la ruine des ambitions humaines, on pourrait dire. Et il utilise l'eau des grands fleuves comme symbole des forces de la nature. Voilà, ici on voit le début du processus de décomposition. Autre œuvre de Julian Charrière, à nouveau avec de la glace, ici, Tropisme, une œuvre de 2014. Donc on est à nouveau face à ces vitrines de présentation. Cette fois, ce sont des vitrines réfrigérées. À l'intérieur, il a disposé des plantes qui sont prises dans une gangue de glace. Qui est là pour stopper le temps en fait et pour stopper le processus de décomposition de ces plantes et on pourrait dire dans le fond de les archiver pour le futur. Et là c'est la glace comme possibilité de protection et d'archivage pour le futur. Les plantes sont choisies parce qu'elles datent tous de l'époque du Crétacé, l'époque qui a vu l'extinction des dinosaures, et donc symboliquement Julian Charrière nous joue aussi et nous rappelle le temps long, hein, à nouveau des processus géologiques et organiques de la Terre. Et ça soulève aussi cette question de la préservation de l'environnement à l'heure de la disparition des espèces animales comme végétales. Et ça rappelle un autre projet bien concret, celui-là, qui est la Seed Vault, hein, qui est la réserve mondiale de semences qui est installée dans l'océan, sur une île de l'océan Arctique, au nord de la Norvège, où on archive en fait des graines du monde entier de semences. Donc au cœur de la glace de cette île de l'océan Arctique, dans l'idée de, un jour, si ces espèces disparaissent de la surface de la Terre, un jour, si les conditions le permettent, sont plus favorables, de pouvoir les réintroduire. Donc c'est l'idée comme ça d'un archivage de la biodiversité au cœur des glaces. Voilà, quelques images d'exposition. Je vais passer à Olafur Eliasson, qui est un artiste islando-danois. Je ne sais pas si ça se dit islando-danois, islando-danois, qui est né en 1967, qui est très connu pour des installations multisensorielles, hein, qui sont aussi très liées aux questions environnementales. Lui aussi conjugue, je vous disais que c'était l'ancien professeur de Julian Charrière, hein, donc des processus scientifiques et des gestes artistiques pour des œuvres qui sont des œuvres d'art, mais qui peuvent aussi très souvent passer sur le terrain du design et du design environnemental. Il est très connu notamment pour cette installation de Weather Project qui a été réalisée en 2003 à la Tate Modern, donc le musée d'art contemporain de Londres, dans un espace qui s'appelle la Turbine Hall. La Turbine Hall, c'est l'ancienne salle des machines de cette centrale électrique qui a été transformée en musée d'art contemporain. Donc c'est un espace immense et la Tate Modern passe commande régulièrement à des artistes pour investir ce lieu absolument gigantesque. Et donc Olafur Eliasson y a installé ce projet qui était donc une installation in situ qui était composée d'un écran semi-circulaire, d'un miroir géant au plafond et d'une brume artificielle qui était diffusée dans tout l'espace. L'écran, lui, était éclairé par 200 projecteurs, donc il est semi-circulaire, mais comme il y a un écran, un miroir au plafond qu'on peut distinguer sur la photo de gauche ici, il devient hémisphérique. Et c'était l'idée de recréer comme ça un écosystème artificiel, un habitat qui serait l'habitat propre de ce moment-là à la Turbine Hall. Il a réalisé également une série d'œuvres. Ici, c'est une installation de l'œuvre en 2019, également à Londres, aux abords de la Tate Modern, Waterfall, donc les cascades. Et donc, il recrée comme ça des cascades en plein environnement urbain et avec des moyens issus de la technologie humaine, hein, les échafaudages, les pompes, les tuyaux. La présence de cette eau en fait en cascade rappelle
les forces naturelles qui sont présentes, même si on les voit pas sur le site, l'eau en souterrain, le vent et la lumière en fait qu'on peut distinguer dans la cascade, dans les mouvements de l'eau. Et puis il crée aussi ce paradoxe en fait d'un phénomène naturel, le phénomène de la cascade, entièrement recréé avec des moyens humains. En 2014, au Louisiana Museum, il a créé cette installation Riverbed, donc le lit de la rivière, donc où il recrée ce paysage naturel artificiel entièrement fait de sable, de roches et d'eau. Le paysage en fait qu'il crée dans l'espace d'exposition vient de contredire ou en tout cas modifier les habitudes de circulation des salles du Louisiana Museum. Son idée, c'était vraiment d'inviter les spectateurs, les visiteurs à déambuler, à flâner comme ils le feraient dans un paysage naturel plutôt que dans un espace d'exposition. Là, on voit un schéma qu'il a réalisé à l'époque où on voit bien ces envies de déambulation en tous sens qui respectent pas exactement probablement les déambulations prévues par l'architecte. Et on voit sur les photos un peu de témoignages effectivement les comportements des spectateurs. Autre série d'œuvres réalisée à partir de 2010, tout un jeu de captation du mouvement de l'eau grâce à la lumière stroboscopique. Donc là, c'est un travail sur le mouvement et on est vraiment là plus dans un travail purement, je dirais, purement esthétique, formel, purement sculptural. Ici, le water pendulum, donc c'était des jets d'eau propulsés qui étaient captés par Olafur Eliasson au travers de lumières stroboscopiques qui captaient à un instant infime le mouvement de l'eau. Il était inspiré dans ce travail par les travaux au XIXe siècle des pionniers de la photographie, notamment le Britannique Edward Muybridge, vous savez, qui a travaillé sur la décomposition du mouvement dans la photo. On peut parler aussi d'Étienne Jules Marais et de la chronophotographie, cette idée de décomposer dans son plus simple élément le mouvement, qu'il soit humain ou animal, et lui le transpose comme ça sur le mouvement de l'eau. Et il poursuit cette exploration à partir de 2014 avec cette série d'œuvres qui s'appelle la Big Bang Fountain. Donc il y a un peu le même principe. Ici, c'est une sorte de fontaine qui est propulsée à la verticale et dont il essaie de capter le mouvement et qui crée du coup ces formes sculpturales totalement fugaces, totalement éphémères, au moyen de la lumière stroboscopique. Là, on voit le projecteur au-dessus. Donc ça, ce sont des œuvres qui ne sont pas purement des œuvres photographiques. C'est une installation, comme on voit là, qu'on expérimentait dans une salle entièrement noire. Et on était confronté directement à ces fontaines à eau et à leur apparition très brève. Voilà, et dernière installation pour Olafur Eliasson, le Ice Watch. L'horloge de glace, la montre de glace. Ici, c'est une installation au Panthéon à Paris. Ça a été montré également dans d'autres villes. Ici, c'était à l'occasion de la COP21 en 2015, donc la conférence sur le climat qui a eu lieu à Paris cette année-là. Et là, il dispose 12 fragments d'iceberg sous la forme d'une horloge. Pour indiquer les 12 heures du jour, et ça crée un cadran qu'on pourrait appeler un cadran polaire. Les blocs ont été pêchés au large du Groenland. C'est dans le cadre d'une collaboration avec un géologue groenlandais qui s'appelle Minik Rosing. L'installation symbolise très directement voilà, pour les yeux des visiteurs, le tic-tac un peu du désastre annoncé et de la question de la fonte des glaces. Voilà, et donc les blocs de glace ont fondu en quelques jours sur la place du Panthéon et ont disparu là où ils avaient été installés. Je vais vous parler de Susan Husky, qui est une artiste franco-américaine qui est née en 1985, qui a étudié aux Beaux-Arts, qui a étudié également l'horticulture et qui depuis une vingtaine d'années a développé une pratique artistique qui s'est axée sur les relations entre l'espèce humaine, les plantes et la terre. Son travail prend la forme d'installations, de céramique,
toujours plutôt très engagée sur les questions écologiques, environnementales. Ça peut prendre la forme de tapisserie également, comme ici. Elle a également cofondé avec l'artiste et curatrice Stéphanie Sago le nouveau ministère de l'Agriculture, qui crée des œuvres qui s'intéressent à l'agrobusiness et à l'agrotech. Et puis, depuis plusieurs années, elle a consacré la plupart de son temps et de son travail de recherche au rôle des castors dans la préservation des écosystèmes de rivières. Voilà, elle explique que pour elle, la situation des castors est symptomatique du lien que nous entretenons avec nos environnements et nos environnements naturels. Puisqu'elle explique que les castors ont été depuis plusieurs siècles consciencieusement écartés des terres utilisées au fur et à mesure qu'on en prenait le contrôle et qu'on s'est mis à exploiter les terrains, et puisque voilà, la présence des castors empêchait en fait le plein contrôle de ces territoires par leur travail d'aménagement du paysage et notamment les barrages et les retenues d'eau qu'ils pratiquent sur les rivières. Je parle sous le contrôle des experts, parce que je ne suis pas un spécialiste des castors et de ces écosystèmes, mais je vous rapporte comment Suzanne Husky l'explique. Je vais d'ailleurs vous lire une citation de Suzanne Husky. Quand on pense au cycle de l'eau, on ne visualise pas le castor et les millions de tonnes d'eau qu'il retient dans les nappes phréatiques, et pourtant en éradiquant presque cette espèce, nous avons dramatiquement asséché nos continents. Le rapport du GIEC de 2022 préconise la collaboration avec les castors comme solution face au réchauffement climatique. Il s'agit de s'allier aux castors, de les laisser œuvrer, créer leurs prodigieux écosystèmes qui régulent les excès des pollutions, restaurent les ripisylves, hydratent les paysages, de leur permettre de faire émerger une végétation luxuriante et une biodiversité accrue. Et aussi de diminuer l'importance des crues meurtrières, de soutenir les niveaux d'étiage estivaux et de diminuer les incendies. Voilà, donc ça c'est Suzanne Husky. Et donc elle étudie, comme une artiste chercheuse, le comportement des castors, leur paysage, et elle ne le fait pas seule, elle collabore avec des scientifiques, des penseurs, des philosophes, des experts. Là, on voit Baptiste Morisot et beaucoup d'autres qui a été cité aussi ce matin, et d'autres spécialistes. Et elle rend compte de ce travail de recherche dans des installations où elle rend compte qui s'inspirent, disons, du comportement et de l'habitat du castor, comme on voit ici. Et elle en rend surtout compte, je dirais, dans des magnifiques aquarelles, voilà, qui mettent en image les questions soulevées par son étude des castors. Voilà quelques images de Suzanne. Et ce travail est notamment à découvrir en ce moment dans une expo parisienne au Drawing Lab, qui est un espace d'exposition consacré au dessin à Paris. Une exposition qui dure, je crois que je l'ai noté quelque part, jusqu'au 7 avril. Voilà. Ça sont des images que j'ai prises hier dans l'exposition. Ça, par exemple, c'est une frise qui fait plus de 5 mètres, absolument magnifique, sur l'évolution de la présence des castors au bord des rivières, la manière dont on les a écartés des rivières et ce que sont devenus du coup ces écosystèmes sans leur présence. Et pour ce travail-là, elle a spécifiquement collaboré avec le philosophe Baptiste Morisot, qui a écrit avec elle des textes qu'elle a intégrés directement au dessin. Et je voulais là aussi vous partager un texte de Baptiste Morisot, un extrait de texte en fait qu'il a écrit pour l'exposition et qui paraîtra dans le catalogue qui arrivera début mars et qui raconte bien, je trouve, à la fois le travail de Suzanne, ce sur quoi elle s'interroge, et puis cette question des écosystèmes de rivières et de la présence des castors. Donc, c'est peut-être l'amnésie environnementale la plus monumentale qu'on subisse concernant la forme de nos paysages quotidiens et de nos milieux de vie. Toutes les espèces des bassins versants connectés à l'eau ont coévolué pendant au moins 8 millions d'années avec les castors. Elles se sont adaptées à des milieux transformés par les castors et nous avons annihilé ces bâtisseurs de mondes multispécifiques au Moyen-Âge. En un certain sens, nos rivières sont des ruines, puisque le castor est un processus clé de voûte du fonctionnement des rivières, et que lorsqu'une clé de voûte tombe, tout l'édifice complexe s'effondre. Nos rivières sont des ruines de temples qui étaient prospères, des temples d'abondance vitale que nous n'avons pas connus et que nous ne voyons pas comme tels. Nous croyons que ces ruines ont toujours été ainsi, comme ces fragments de temples grecs que les enfants prennent pour des tas de pierres naturelles. C'est comme si nous vivions dans les restes d'un empire invisible. Le monde moderne est construit dans les fonds de vallée, sur le milieu façonné par des pharaons disparus. Aujourd'hui, c'est tout le milieu rivière qui est hanté, et le fantôme est le castor. Sans pensée du temps profond, il n'y a pas de pensée du monde qui puisse en prendre soin.
Voilà, un texte de Baptiste Morisot que je trouve très beau, comme en général tout ce qu'il écrit. Et si vous avez l'occasion de passer à Paris d'ici le 7 avril, je vous engage vraiment absolument à aller voir l'exposition, parce qu'à mon avis, elle touche absolument à ce sur quoi vous allez travailler bientôt, et que c'est un travail qui est un travail profondément esthétique. Elle a, voilà, le travail de dessin, d'aquarelle, de peinture de Suzanne Husky est assez renversant, je dois dire. Et il y a un vrai travail de didactique visuelle, on peut dire. Ce qu'elle a, c'est vraiment, voilà, ce travail avec les scientifiques est entièrement intégré au travail disons à sa production artistique. Là, on le voit un petit peu sur le côté, mais tous les textes, comme je le disais, ont été rédigés avec Baptiste Morisot, avec des spécialistes. Et on peut à la fois, voilà, s'extasier devant les dessins, mais aussi apprendre beaucoup en suivant de plus près vraiment l'exposition. Ouais. Voilà, et je voulais finir en vous montrant quelques images d'embarcation, parce que l'eau, c'est aussi l'eau sur laquelle on navigue, et qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont évidemment imaginé des embarcations pour circuler sur les rivières, sur les mers. Je vais aller un petit peu vite pour démarrer. Panamarenko, c'est un artiste belge qui est connu pour avoir créé de nombreuses machines fantastiques, souvent des machines volantes. On le compare souvent à Léonard de Vinci, toute proportion gardée, mais pour cette fascination de la machine, sauf que chez lui, on sent bien, contrairement à Léonard de Vinci, il y a un commentaire, disons, sur la civilisation technologique et les impasses du modernisme. Ici, on voit deux propositions de sous-marins, l'un à gauche qui semble être un transfuge de l'ère soviétique, et l'autre à droite qui est une proposition de sous-marin à pédalo, qui n'ont jamais été mis à l'eau. Ce sont des prototypes qui ont plutôt été exposés dans des lieux d'exposition. Erwin Wurm, voilà pour un sourire, l'artiste autrichien qui est né en 1954, qui crée des sculptures qui ont l'air comme ça faussement naïves, qui détournent des objets de la vie quotidienne ou des objets identifiés de nos vies modernes. Il en transforme l'apparence ou la matérialité par ses choix comme ça, de sculpture, d'installation. Ici, c'est une œuvre qui a été créée dans le cadre un événement qui s'appelait l'Estuaire en 2007, qui était un programme de commande artistique pour la Loire, entre Nantes et Saint-Nazaire, donc pour l'estuaire de la Loire, où sur 3 éditions entre 2007 et 2011 ou 12 ont été commandées des dizaines d'œuvres à grande échelle à des artistes contemporains en lien avec le paysage de l'estuaire de la Loire. Richard Bell, un artiste australien, aborigène, qui est aujourd'hui l'un des artistes les plus importants sur la scène artistique australienne et qui est très impliqué dans le combat pour l'émancipation et l'autodétermination des peuples aborigènes. Et c'est quelque chose qui transparaît beaucoup dans sa pratique, qui est faite d'installations, de performances et de peinture. Voilà, ces œuvres picturales regorgent d'écrits, de slogans qui sont liés à cette question des luttes aborigènes. Ici, ce qu'on voit ici, c'est une intervention à l'occasion de la Biennale de Venise 2019. Il avait proposé pour l'occasion un projet pour le pavillon national australien qui a été rejeté. Vous savez que dans beaucoup des pays, ce sont les artistes qui font des propositions pour le pavillon national, et puis en général le ministère de la Culture ou l'équivalent choisit un projet. Bref, le sien n'avait pas été retenu. Il a quand même décidé de mener à bien son projet en lançant une campagne de crowdfunding, et il crée une réplique exacte du pavillon national australien qui, pour ceux qui connaissent, se trouve dans les Giardini à Venise, donc qui est l'endroit où se trouvent les pavillons nationaux utilisés pour la Biennale de Venise. Et donc il recrée ce pavillon, c'est vraiment exactement cette forme-là, qu'il installe sur une berge, retenue par des chaînes sur la berge, et qui va promener comme ça le long du Grand Canal jusqu'au Giardini, qui est le lieu de la Biennale de Venise. Je pense que c'est important de montrer ce travail-là de cet artiste-là, parce que c'est évident que pour moi le choix de convoyer le pavillon national, qui est un symbole fort pour les pays en matière culturelle, sur une barge, sur l'eau, ça rejoue aussi l'arrivée des colons anglais sur les côtes australiennes à la fin du XVIIIe siècle, menés par le capitaine Cook.
et qui a été le point de départ de l'invasion par les colons anglais du territoire australien et de la prise de contrôle des populations aborigènes. Et donc c'est aussi une manière de rappeler la profondeur, disons, historique et politique des eaux. Les mers ont aussi une histoire politique, c'est le lieu d'arrivée des armées, c'est le lieu d'arrivée des colons, c'est aussi le lieu du commerce international. L'esthétique rappelle aussi je sais plus comment on appelle ça, enfin bon, les containers, voilà, merci Olivier, les containers qu'on transporte sur les immenses cargos. Donc voilà pour Richard Bell. Karel Koplimets, qui est un artiste estonien, qui s'exprime par la vidéo, l'installation, la photographie. Il s'intéresse depuis plusieurs années aux conditions sociales et économiques de nos sociétés occidentales, qu'il explore et dont il rend compte sous forme d'installation. Pour le projet qu'on voit ici en image, il s'est intéressé à la liaison par ferry qui relie Helsinki en Finlande à Tallinn en Estonie. Donc vous voyez que les deux villes sont relativement proches à travers la mer Baltique. Il y a là un échange économique et social qui est très marqué. Ce sont des liaisons, il y a plusieurs liaisons quotidiennes. Il se trouve qu'il y a beaucoup de travailleurs estoniens qui font le déplacement soit quotidien, soit hebdomadaire pour aller vendre leurs forces de travail à Helsinki et en Finlande, où le niveau de vie et donc où les salaires sont beaucoup plus importants. Et en retour, il y a beaucoup de Finlandais, et notamment d'habitants de Helsinki, qui prennent le ferry pour aller faire des courses à Tallinn, où les prix sont beaucoup plus bas. Et notamment, ce que les Finlandais vont chercher à Tallinn, c'est de l'alcool. Et donc, quand vous prenez ce ferry, je l'ai pris, et effectivement, c'est assez impressionnant. Vous voyez des Finlandais qui repartent de Tallinn avec des monceaux, notamment de packs de bière, vraiment qui arrivent avec des caddies. Et donc, il y a une espèce de trafic comme ça qui se fait à travers la mer Baltique. Et donc, pour illustrer ce va-et-vient, Karel a décidé de construire un bateau à partir, donc en bois, mais dont la flottaison serait assurée par des centaines de canettes de bière, comme vous le voyez ici. Et puis, une fois le bateau mis à l'eau, il a rejoué la traversée Tallinn-Helsinki, sans être complètement sûr que le bateau arriverait à bon port, parce que sa flottaison n'était pas prouvée scientifiquement, mais il y est arrivé, puisque aujourd'hui le bateau se trouve dans la collection permanente du Kiasma Museum, qui est le musée d'art contemporain de Helsinki, et qui est présenté sous la forme d'une installation qui inclut une vidéo qui est la captation de la construction et de la traversée de la mer Baltique. Swoon, c'est une artiste qui est américaine, qui est issue du mouvement du street art, et qui a toujours été très engagé dans des causes humanitaires et environnementales. Ce projet ici, qu'on voit sur les images, a été réalisé au cours de la Biennale de Venise 2009 et fait suite à plusieurs projets de même nature qui ont pris place sur des rivières aux États-Unis. Ce que l'on voit là, ces embarcations, en fait, sont issues de voitures et de meubles recyclés, qui ont déjà connu une première vie et que Swoon récupère. Les pièces détachées ont été envoyées depuis les États-Unis jusqu'en Slovénie. Donc là, le bilan carbone ne devait pas être excellent, mais on était en 2009. Peut-être que les artistes faisaient à l'époque encore un peu moins attention à ces questions-là. Bref, elle a envoyé les pièces détachées en Slovénie, où les embarcations ont été reconstituées, et les bateaux, les trois embarcations, ont ensuite remonté la mer Adriatique le long des côtes jusqu'à entrer dans la lagune de Venise à l'occasion de la Biennale. Et sur son chemin, sur leur chemin, les embarcations s'arrêtaient dans les ports qu'ils rencontraient le long des côtes, et des performances étaient données par les acteurs qui étaient embarqués, les artistes qui étaient embarqués sur les embarcations avec Swoon, et qui donnaient des représentations pour les visiteurs qui étaient sur la côte. Et à Venise, ils sont entrés dans le Grand Canal de nuit. Ils ont continué cette performance toute la nuit jusqu'au lever du jour. Voilà pour Swan. Et je voulais terminer cette présentation avec le destin d'un artiste néerlandais, l'artiste Bas Janader. Son travail qui est fait d'installation, de vidéos et de performances, et explorer une veine qui était à la fois conceptuelle et romantique. Il avait notamment un grand attrait pour le motif ou la figure de la chute, et notamment la chute dans l'eau.
Ici, on le voit à travers cette documentation photographique chuter volontairement dans un canal d'Amsterdam. Là aussi, on est sur des actions très simples, parfois presque absurdes, hein, mais qui reflètent bien sa fascination pour cette idée de la chute, du laisser-aller, du lâcher-prise aussi, et encore une fois aussi de la perte de contrôle de l'artiste sur son, on pourrait appeler ça sur son produit fini. Sur ces autres images qui sont là, des images tirées d'une vidéo, on le voit suspendu sur une branche d'arbre et il se balance sur cette branche d'arbre jusqu'à ce que, épuisé, il lâche prise et tombe dans le cours d'eau. C'est une vidéo très courte, voilà, qui documente simplement ce moment à nouveau où il va lâcher prise d'épuisement. Et puis en 1975, il lance ce qui va être son œuvre ultime, In Search of the Miraculous. Bastien Ader a décidé de traverser l'océan Atlantique à bord d'un petit bateau, l'Ocean Wave, en prévision d'une exposition au Groninger Museum aux Pays-Bas. Et donc il part sur les eaux, donc en quête du miraculeux, nous dit le titre, et il l'annonce au préalable avec ce document. Sans préciser de quelle nature peut être cette quête, ni ce que pourrait être le miraculeux. Et donc il quitte les côtes du Massachusetts avec pour destination l'Angleterre, et 10 mois plus tard, un chalutier espagnol retrouve l'Ocean Wave à 150 milles au large des côtes sud-ouest de l'Irlande, et le bateau est vide, et Bastien Ader a disparu, et il ne réapparaîtra jamais. Cette disparition a suscité beaucoup d'élucubrations, de commentaires, de fantasmes dans le monde de l'art depuis, puisqu'on se demande toujours est-ce que c'était prévu, est-ce que c'est une disparition volontaire, est-ce que c'était ça, cette quête du miraculeux. Le choix des mots est important, hein. Il dit bien en quête du miraculeux, pas du miracle, donc c'était pas un événement qu'il cherchait, mais plutôt un état. Est-ce que c'était l'immensité de l'océan? Est-ce que c'était cette quête d'éternité qu'il a peut-être trouvé finalement en disparaissant dans l'océan? On ne le saura jamais. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que tu pourrais peut-être, parce qu'ils ne te connaissent pas en fait, moi j'ai un tout petit peu évoqué ton parcours, mais peut-être juste situer ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. Donc moi je suis commissaire d'exposition et je dirige un centre d'art qui se trouve dans le sud-ouest de la France, dans le Lot, à Cajarc. Le centre d'art s'appelle la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou. C'est un centre d'art contemporain d'intérêt national. C'est un label du ministère de la Culture. Et donc on a 2 lieux d'activité, un lieu d'exposition à Cajarc, et donc il y a un petit village de 1200 habitants, et un autre lieu qui est un lieu de résidence à 20 km de là, dans un village encore plus petit où il y a une quinzaine d'habitants permanents, qui est un lieu de résidence, s'appelle les Maisons d'Ora, à Saint-Cyr-la-Popie. Et donc on développe notre activité dans ce milieu qui est un milieu complètement rural. Et donc on développe des projets d'art contemporain, à la fois des expositions, évidemment dans le lieu d'exposition, des résidences d'artistes, mais aussi des projets hors les murs. C'était une des choses qui m'intéressait en allant, en déménageant dans le Lot et en prenant la tête d'un centre d'art en milieu rural. C'était la question de ce que le contexte du centre d'art pouvait induire comme forme d'art, ou en tout cas comme proposition artistique. Et donc pour ça, il m'a semblé essentiel de sortir des murs de la salle d'exposition et de proposer à des artistes d'imaginer des projets en lien avec le contexte rural, les paysages, mais aussi l'activité. On a développé par exemple une collaboration avec une coopérative agricole, et donc chaque année depuis 3 ans on organise une résidence d'artistes chez des agriculteurs, agricultrices, où les artistes habitent pendant 3 mois sur des exploitations agricoles et imaginent des projets dans ce contexte de création plutôt original qui diffère de l'atelier ou de la salle d'exposition. Voilà, et auparavant, je travaillais à Paris, donc ce qui ne m'a pas du tout préparé pour le milieu rural, où j'ai grandi. Enfin, j'ai grandi à Paris, et donc j'étais conservateur à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, voilà, où je m'occupais aussi d'organiser des expositions. Oui, ça, et dans ce passé, à la Fondation Cartier, il y avait ces expositions thématiques où on retrouve un peu des liens entre ce que vous allez faire, ce que tu as montré, enfin cette idée de pas forcément faire un objet didactique, mais de faire des créations qui font écho à des problématiques.
Oui, absolument. Ouais. À la Fondation Cartier, il y a une tradition depuis assez longtemps, avant que beaucoup de lieux ne se lancent là-dedans, d'expositions qui s'intéressent soit à des questions de société, soit et plus souvent à des questions environnementales et écologiques, depuis la fin des années 90, avec la conviction que l'art et les formes artistiques peuvent aussi aider à une diffusion de la connaissance ou nous aider à mieux appréhender en tout cas des questionnements qui traversent nos sociétés. Donc il y a eu des expositions dans les dernières années comme Nous les arbres ou le Grand Orchestre des animaux, où à chaque fois on rendait compte de travaux d'artistes, où on commandait des œuvres à des artistes autour de ces sujets-là. Super, merci mille fois encore pour tout ça. On se retrouve demain avec les étudiants et Thomas qui sera avec nous. Est-ce qu'il y a des questions pour finir ? Merci. Je voulais savoir comment avaient été accueillies les œuvres de Olafur Eliasson. Parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, ou en tout cas vu comme ça, présenté comme ça peut être un peu paradoxal de faire venir des morceaux de glacier du Groenland à Paris pour dire regardez, ça fond. Ou par exemple le travail qu'il a pu faire avec Charrière, pareil, de faire fondre. En fait, on voit pas forcément l'action, en tout cas, comment dire, dans les autres artistes, par exemple l'artiste qui était juste après, Husky par exemple, qui faisait cette démarche de recherche aussi, on voit beaucoup plus l'action et l'engagement, alors que Olafur Eliasson, on a un peu l'impression que c'est regarder ça fond, ou regarder, il se passe des trucs, et en fait, je sais pas si ça fait vraiment réagir en tout cas. Ouais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Chez Suzanne Husky, c'est pour ça que je parlais de didactique visuelle. Enfin, il y a vraiment l'idée d'inclure complètement ces discussions avec des scientifiques, avec des experts au cœur du travail, et de faire passer de l'information en quelque sorte. Chez Olafur Eliasson, effectivement, il y a quelque chose de peut-être un peu plus à distance et un peu d'édifiant. On est plus dans la symbolique que dans vraiment dans la science précisément, même si lui travaille beaucoup avec des scientifiques. Je précise quand même que les icebergs qu'il a ramenés, donc étaient des icebergs qui flottaient déjà, qui s'étaient séparés des côtes du Groenland, mais effectivement, je ne sais pas exactement comment il les a ramenés, mais le bilan carbone de cette action est sûrement. Mais c'est intéressant. C'est aussi pour ça que c'était intéressant de montrer des œuvres de différentes époques. Enfin, même si ça remonte pas à si loin, mais ces questions évoluent tellement vite, et je pense notamment l'appréhension par les artistes de ces questions-là, et notamment tout bêtement du bilan carbone de leurs œuvres. Ça évolue extrêmement vite, et ça vient par les jeunes générations. Olafur Eliasson n'est plus vraiment une jeune génération, et même s'il il est depuis toujours très conscient de ces questions-là, et que c'est vraiment presque exclusivement ce qu'il a traité dans son travail. Il le fait comme un homme de sa génération, probablement, donc avec cet aspect un peu édifiant comme ça, ou comme la Turbine Hall, où on est dans le gigantisme. C'est vrai que dans les jeunes générations, on travaille plus en faisant attention à son impact, en fait, en créant les œuvres et en développant une pratique moins invasive. C'est vrai. En fait, peut-être que justement, dans cette différence-là, de la manière dont on aborde les œuvres qui sont censées nous montrer les dérives écologiques que la société peut amener, j'ai l'impression qu'il y a un certain cynisme et un certain désespoir. Enfin, en tout cas, les œuvres, par exemple La Chute, en fait, ça nous montre que presque on est dans un cercle vicieux de mais est-ce qu'on peut continuer, quoi, et est-ce que c'est pas notre fin de s'autodétruire entre guillemets, et c'est vrai que on voit vraiment peut-être dans le travail de Suzanne Husky un optimisme peut-être où on va essayer justement peut-être de réadapter et de montrer que c'est possible éventuellement. Oui.
C'est vrai que c'est agréable de voir qu'il y a un Oui, possible oui, espoir. bien sûr. Ouais. Les artistes peuvent... Oui, oui, parce que Julie vous l'a dit ce matin, vous êtes notre dernier espoir. Je parlerai pas de cynisme, en tout cas pour les autres artistes, c'est du pessimisme ou du réalisme, je sais pas, mais ils vivent dans leur temps, ou ils et elles vivent dans leur temps, et ils rendent compte aussi de l'état de notre pensée vis-à-vis de ces questions-là. Il y a quand même beaucoup de pessimisme. Heureusement, oui, il y a quelques pistes et enfin, les intervenants aujourd'hui en ont beaucoup parlé. Il y a des possibilités, je sais pas, de régénération, de préservation, mais il y a aussi aujourd'hui un pessimisme ambiant qui est très présent. Donc les artistes sont forcément le fruit de ça aussi. Moi, j'ai l'impression que dans la différence entre ces deux approches, on voit une vraie évolution de la place de l'artiste dans la société, et on passe d'un artiste qui se place vraiment d'un observateur extérieur, genre moi je suis artiste donc je fais mon truc, à un artiste qui se considère comme un acteur du vivant et de la société, et qui se considère comme quelqu'un qui peut avoir un changement positif, et pas justement ce côté un peu, je trouve parfois pédant de l'art contemporain, on va mettre ça dans une galerie et on va dire ça c'est mal, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, justement, je trouve qu'on voit une belle évolution dans la place de l'artiste dans la société. Moi, je trouve que cette démarche, oui, voilà, c'est fait exprès pour nous faire réagir, pour nous. C'est un peu comme enfin, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais c'est un peu de dire, bah voilà, à quoi j'en arrive pour vous faire réagir. Regardez ce qui est en train de se passer. Et bon, voilà, je sais pas trop. Non, moi la question c'était peut-être si vous pensez c'était fait exprès, non, le fait de, parce qu'on se pose la question à cause de sujet, mais il y a plein de amusements ou des amusements de vide dans la société, de l'art, les sports, les Jeux Olympiques, les concerts des artistes, où on voit tout, qui font des tours dans le monde. On ne se pose pas vraiment la question par rapport à ça. Du coup, une artiste contemporaine qui fait une œuvre qui, oui, effectivement, elle a une empreinte carbone importante, mais elle le fait 2 ou 3 fois dans sa vie pour faire un dénoncement et montrer aussi les contradictions de la société, de dire, regarde, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux faire aussi en montrant leurs privilèges et tout, et leur position sociale, de dire je suis une artiste connue, reconnue, j'ai les moyens, et je peux être assez bête et contradictoire dans ma pratique. Regarde à quel point on est contradictoire comme société. Non, je pense cet artiste, même si c'est un cynisme, ils sont déjà pensés un peu à ça, non, d'abord, avant. Oui, non, de toute façon, vous pointez toutes et tous des questions qui sont cruciales aujourd'hui, et c'est des questions dont on parle beaucoup, en tout cas dans notre milieu, dans le milieu de l'art, sur savoir exactement ce qu'on peut encore faire aujourd'hui, faire voyager les artistes, à quelle proportion produire des œuvres de grande ampleur. Je vais vous raconter une chose, par exemple, nous en ce moment, on est en train de faire réaliser un diagnostic environnemental du Centre d'art. C'est le ministère de la Culture qui a commandé des diagnostics environnementaux de plusieurs types d'équipements culturels, donc on fait partie de ceux-là. Et il se trouve que nous, on est en milieu rural, et un des enjeux principaux du diagnostic environnemental, c'est la question des mobilités. Mobilité des artistes, mobilité des équipes et mobilité du public. Ben nous, on est dans le rouge sur tous les curseurs, parce qu'on est en milieu rural. Il n'y a aucun transport collectif qui vient jusqu'au centre d'art, ou à peine. Faire venir des artistes, c'est quand même... voilà, ça peut vite être la croix et la bannière. Et pourtant... Évidemment, on se dit que voilà, la question environnementale, la biodiversité, c'est pas que le bilan carbone, c'est aussi des enjeux sociaux, c'est aussi se demander dans un écosystème dans lequel on vit, est-ce que l'art, quelle est l'utilité de l'art? Est-ce que c'est pas nécessaire que je fasse venir là, il se trouve que j'ouvre une expo avec 2 artistes géorgiens, par exemple, donc ils viennent de l'autre bout de l'Europe.
je pense quand même que c'est important de continuer à faire ça, parce qu'il y a l'enjeu écologique, mais il y a aussi l'enjeu social, sociétal, pour le public, notamment pour les jeunes gens avec qui on travaille là-bas, de les ouvrir à d'autres horizons que ceux auxquels ils sont confrontés. Mais c'est un vrai débat, voilà, jusqu'à où on va, est-ce qu'on privilégie le local au risque de s'enfermer, et je pense que ce sont les mêmes questions que celles que vous soulevez pour les artistes qu'on a présentées là.